Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Je vois qu'on est 44 sur le module de chat. D'autres personnes devraient pas tarder à nous rejoindre. Bonjour Benjamin, bonjour Vinciane, bonjour Clémence et bonjour Audrey. Alors, je suis ravie de faire ce premier épisode avec un si beau casting. Alors, moi, j'étais tellement excitée que j'en ai perdu ma voix. Donc, désolée pour les variations vocales que je vais vous proposer. Alors, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur le module de chat. Ça nous apporte un petit peu de convivialité. Et en ce moment, on en a bien besoin. Donc, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, on va vous lancer un sondage de bienvenue pour avoir quelques infos sur votre venue, comme en présentiel. Donc, Benjamin va vous le lancer. Et je vais vous présenter le casting. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec Vinciane Mouronval-Chareil, fondatrice d'Unique en son genre, chercheuse indépendante en genre et communication, et aussi intervenante, évidemment, aux ateliers durables. Clémence Pagnon, qui est cofondatrice d'Essence et spécialiste de la parentalité au travail. Je crois que ta vidéo ne fonctionne pas, Clémence. Ouais, vous m'entendez toujours ou pas? On t'entend, il y a ta jolie vignette, donc pas de souci. Parfait, j'attends que mon signal revienne pour vous reconnecter. Ok, ça roule. On te retrouve tout à l'heure. Et que seraient les RH contre-attaques sans un témoignage RH? On est aussi avec Audrey Guidez, qui est présidente de l'ANDRH. Bonjour Audrey. Bonjour à tous et à toutes. Donc voilà la petite présentation. Alors, afin de structurer un peu l'heure qu'on va passer ensemble, je vais vous proposer un sommaire. Donc, dans un premier temps, on va revenir ensemble sur le thème que l'on a choisi, à quel point il nous a apparu vraiment indispensable de prendre le temps de réfléchir à la place du féminisme dans l'entreprise. Et pour être un peu transparente, au début, c'était pas du tout cette thématique qui avait été choisie. Avec Benjamin, on était sur le sens au travail. D'ailleurs, Benjamin, je t'ai même pas présenté, tu es tellement une évidence, mais tu es notre caution masculine de ce webinaire. Donc, Benjamin, fondateur des ateliers durables. Et du coup, on a discuté sur la thématique. On bûchait un peu sur le sens au travail, le sens du travail. Et c'est toi qui nous as dit, mais pourquoi pas l'entreprise féministe? Ouais, tout à fait, effectivement. Déjà, on s'était rendu compte que l'événement allait commencer le 8 mars, donc c'était une belle manière de le fêter. Et puis, en fait, aussi aux ateliers durables, on aime bien aller chercher les sujets qui bouillonnent un petit peu dans la société, et que ça soit autour du féminisme, que ça soit autour de l'écologie, que ça soit autour de l'égalité des droits, et du coup essayer de les amener dans le cadre du monde du travail à travers des ateliers. Donc, ça nous paraissait assez évident d'amener ce sujet. Et puis, on a également Vinciane qui travaille avec nous, Clémence, Rim également, qui sont qui animent des ateliers en notre nom sur les stéréotypes de genre, sur la parentalité. Voilà. Et donc, c'était une occasion de leur donner la parole pour que justement, elles aient une audience un peu plus large cette fois-ci. Et d'ailleurs, Vinciane, Clément, si vous voulez revenir, vous, sur votre participation au sein de ce webinaire, n'hésitez pas, ou compléter ma présentation. La présentation est super. Merci à tous les deux. Merci Benjamin et Marie-Hélène d'avoir lancé ce sujet. Moi, je trouve que c'est courageux d'aborder la question sous cet angle et d'oser la terminologie de féministe. Je trouve ça courageux, mais on en reparlera après. Merci. Si tu veux bien, Benjamin, on va présenter un peu le sommaire. Donc, dans un premier temps, on va parler de cette place du féminisme dans l'entreprise. Ensuite, on va faire le point sur ce qui s'est passé cette année en termes de féminisme, et on va revenir sur le confinement et tout ce qui s'est passé. Ensuite, on va prendre un peu d'inspiration. On va revenir sur des cas pratiques qui sont inspirants. Et ce qui va nous plus intéresser, ce sont les outils pour les RH. C'est vraiment la partie pratique. Et on va essayer de passer un petit peu de temps dessus. Et je pense que le programme comme ça est suffisamment alléchant, n'est-ce pas? Donc, Vinciane, peut-être qu'on peut commencer sur le féminisme, en fait. Pourquoi on a décidé de parler de ça? Ce qui me semble important, c'est d'aborder le sujet parce que c'est une forte tendance aujourd'hui. Que cette tendance, elle imprègne beaucoup notre société et à beaucoup d'endroits différents. Depuis 2017, 2018, on a quand même pas mal de sujets qui sont remontés et qui touchent pas forcément directement l'entreprise, mais quand même qui imprègnent beaucoup notre société, nos vies individuelles. Et c'est important de faire le lien puisqu'il y a aussi toute la démarche d'égalité qui est mise en place dans les entreprises. Donc, ça me semble être perméable tout ça. Et puis aussi, pourquoi aborder cette question aujourd'hui? Parce que ça fait déjà longtemps qu'on s'inquiète des inégalités entre les femmes et les hommes, que c'est un sujet qui existe depuis
depuis bien longtemps. Hein. Ça fait très Olympe de Gouges écrivait en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Donc je pense que les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, c'est vraiment pas tout nouveau, mais que il y a comme une distance entre la posture de l'entreprise et la posture de comment on fait en sorte que les inégalités évoluent dans la société. Donc voilà, aujourd'hui c'est important de pouvoir faire ce lien. Et pourtant, je trouve que quand on énonce le terme féminisme, on a tendance à observer une forme de raideur chez son interlocuteur ou son interlocutrice. Je le vois dans ma sphère professionnelle, mais aussi dans ma sphère personnelle. On a l'impression que c'est un peu clivant quand même de parler de féminisme. Oui, ça fait souvent réagir et ça suscite des objections parce que le féminisme, il a été beaucoup attaqué par ses détracteurs et forcément, ça fait bouger des lignes et ça fait bouger des lignes de pouvoir. Donc forcément, les personnes qui ont le pouvoir vont s'opposer à ces mouvements. C'est logique. Et donc, il a été très fort stigmatisé comme étant des luttes de femmes hystériques. Et j'utilise ce mot volontairement. De femmes hystériques, hein, on a bien hystérisé les femmes, le comportement des femmes pour pouvoir les dénigrer et les décrédibiliser. Et c'est tout ce mouvement-là en fait qui transpire quand on entend féministe, on entend mais oui, mais c'est des femmes hystériques qui crient dans la rue et qui jettent leur soutien-gorge dans la rue. C'est les années 70, c'est ce qu'on pensait des femmes dans les années 70, parce qu'elles souhaitaient se libérer de certains carcans. Et donc aujourd'hui, en fait, quand on utilise ce terme, on pense à ça, mais on peut aussi penser que le féminisme, c'est des féminismes déjà. Il y a des féminismes, c'est un courant qui vise à plus d'égalité entre tous les individus. Le féminisme ne s'attache pas seulement aux droits des femmes, dont c'est la journée internationale aujourd'hui, mais s'attache à l'égalité entre tous les individus, quel que soit leur genre en fait. Et les féminismes peuvent faire avancer le sujet des égalités aussi au sein de l'entreprise. Donc c'est pour moi c'est important de pouvoir faire se rencontrer ces deux sujets. Merci Vinciane. Clément, si tu veux interagir, n'hésite pas. C'est pas grave si ta vidéo ne fonctionne pas. Bon, ça marche. Je suis vraiment désolée de pas pouvoir être en vidéo avec vous. Ah, bah voilà, il suffit que je parle pour que ça marche. Je garantis pas que ça fonctionne, mais en tout cas, je donne mon maximum. Mais pour rebondir sur la définition de Vinciane du féminisme, effectivement, et pour rebondir sur ce que tu disais, Marilène, oui, c'est un enjeu aujourd'hui. C'est vrai que quand on parle d'entreprise féministe, on peut se poser un peu la question de donner une définition. Nous, ce qu'on trouvait important chez Issens, c'était de revenir un petit peu à la définition, enfin, de sortir des questions sur la définition pour revenir un peu à la question de la réalité, en fait. C'est-à-dire aujourd'hui, on constate que être une femme en entreprise, c'est pas la même chose qu'être un homme en entreprise. Et sur ça, on est tous d'accord. En fait, il y a vraiment un enjeu de réalité de lutte à avoir sur ces sujets-là, ne serait-ce que de regarder quelques chiffres en fait. Donc, je vais vous donner quelques chiffres qui sont illustratifs de ma pratique sur le sujet de la parentalité au travail. Mais voilà, il y a à peu près 56% des femmes qui déclarent que le fait d'avoir un enfant a un impact sur leur carrière. Alors, c'est seulement 30% des hommes. Et si on regarde les écarts de salaire entre une mère et un père, à 25 ans, l'écart il est de 11% et à 45 ans il est de 25%. Donc on voit bien que de toute façon le fait d'être parent au quotidien, c'est pas la même chose pour une mère et c'est pas la même chose pour un père. Donc il y a quand même des choses, à travailler de façon importante en tout cas sur ce sujet-là. Et je trouvais que c'était important que les ateliers durables commencent la semaine avec ce sujet, d'autant plus qu'on est effectivement le 8 mars aujourd'hui. Donc voilà, je voulais recadrer quelques petits chiffres pour relancer le débat sur oui, c'est pas un sujet de définition, c'est aussi une réalité. C'est ça. Excuse-moi, Audrey. Oui, si je peux poursuivre, effectivement, pour compléter, c'est une réalité. Effectivement, les chiffres le montrent. Ça fait un peu plus d'un siècle que les droits des femmes évoluent, mais ils évoluent et on se dit toujours, il y a toujours une nécessité qu'ils évoluent. On n'arrive toujours pas, je dirais, à un équilibre suffisant, et notamment dans les entreprises. Pour une petite anecdote, moi, je suis DRH depuis un peu plus de 15 ans. Quand j'ai eu mon fils il y a 14 ans, je me rappelle mon premier directeur général qui m'a dit mais alors, vous allez arrêter de travailler maintenant. Donc ça, c'était il y a 14 ans. Donc c'était il y a pas longtemps. Et toutes ces années, c'est vrai, effectivement, je me suis toujours un petit peu battue pour gérer la parentalité et mon métier qui était quand même très prenant. Je me rends compte que les choses évoluent, mais elles évoluent
très doucement. Et donc au sein de la NDRH, on a énormément de femmes, de plus en plus de femmes sont représentantes des DRH. C'était un long combat. Pourquoi? Parce que au tout début, c'était essentiellement des hommes qui étaient DRH et les femmes qui étaient à des postes autres dans les ressources humaines. Donc l'accessibilité aux postes de direction a été très lent. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident et il y a encore des freins qui sont là que nous devons lever, où on doit se justifier sur certaines choses. Donc ça existe dans notre métier de façon très prégnant. Et on porte la voix des femmes dans l'entreprise. Donc je sais pas, je crois que c'est dans le chat, je crois que c'est Sandrine qui disait dire je ne suis pas féministe, c'est comme si c'était quelque chose en fait, oui voilà, de grave, quelque chose qui. Mais non, enfin à mon sens toutes les femmes sont féministes. Tout simplement, c'est qu'elles portent les voix des femmes. Il n'y a pas d'être bien ou d'être pas bien, c'est de faire avancer pour, j'irai tous construire et j'irai être unis ensemble. Il faut arrêter d'opposer l'homme et la femme comme c'est depuis de trop nombreuses années. Il faut arriver à construire ensemble et tant qu'on y arrivera, tant qu'on pensera pas comme ça, on sera toujours dans ce duel. Donc il y a une nécessité encore de faire évoluer beaucoup de choses et surtout dans le monde de l'entreprise, on en reparlera un peu plus tard, dans certains secteurs d'activité où c'est encore très compliqué. Et j'ajouterais que les hommes aussi peuvent être féministes, ou en tout cas alliés des féministes, parce que ça joue aussi en leur faveur. Et on en parlera avec Clémence par rapport à la parentalité. Mais en fait, c'est pas un combat de femmes, le féminisme. C'est même pas un combat. C'est un travail pour faire en sorte de rééquilibrer ce qui a été volontairement déséquilibré dans les siècles précédents. Donc voilà, on peut aujourd'hui travailler en faveur d'un rééquilibrage et tout le monde a sa part. Bien sûr. Écoutez, moi, Benjamin, on t'entend pas. Non. Oui, je disais, je te rejoins, Vinciane. Effectivement, c'est pas toujours évident en tant qu'homme d'aller aborder ce sujet, mais en même temps, même si voilà, on n'a pas le vécu des femmes au travail, on peut voilà toujours se dire qu'on peut soutenir leurs paroles, être conscient voilà des équilibres et peut-être du pouvoir qu'on peut avoir dans certaines situations et se positionner en allié en tout cas. Et poser des questions pour s'interroger sur qu'est-ce qui se passe pour ma collègue. Marilène, est-ce que tu peux partager notre illustration pour l'entreprise féministe? Alors, ça va être Benjamin. Alors, Benjamin, c'est toi qui as la main. Et puis ensuite, je vous proposerai de regarder un petit peu dans le rétro de ce qui s'est passé l'année dernière, parce que finalement, le 8 mars de l'année dernière, c'était quand même une toute autre ambiance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait des manifestations dans Paris. Il y a eu les Césars avec Adèle Haenel qui claquait la porte des Césars. Il y avait la tribune de Virginie Despentes. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui se passaient. Et puis finalement, il y a eu la crise sanitaire qui a été une chape de plomb évidemment sur toutes ces questions, mais ça n'a pas étouffé tous les combats féministes, loin de là. On va peut-être regarder un peu qu'est-ce que c'est venu interroger en fait. Est-ce que Clémence, qu'est-ce que tu peux nous donner quelques éléments que c'est venu interroger, notamment dans tout ce qui est parentalité? Ouais. En fait, sur ce sujet de regarder en arrière, tu as raison, hein, du mois de mars 2020 au mars 2021, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Le mois de mars 2020, comme tu l'as rappelé, il était riche un peu d'événements féministes. Et puis c'est comme si un peu la crise avait balayé tout ça, avait balayé un peu le fait que ce soit mis en avant. Et on s'est dit, à l'inverse, si je prends mon propre sujet, donc la question de la parentalité, on s'est dit, voilà, avec le confinement, le fait que les hommes reviennent dans le foyer, qu'on soit tous confinés, qu'on soit tous en télétravail, etc. On s'est dit finalement, il y avait un peu une espèce d'attente en se disant mais peut-être qu'aura lieu le miracle féministe en fait. Et que du coup, les hommes vont, au même titre que les femmes, s'occuper des enfants, s'occuper des courses, gérer le repas, etc. Enfin, voilà, que le rééquilibrage des rôles genrés dans la famille et au travail serait différent. Donc, on a regardé avec des yeux très attentifs ce qui s'est passé, et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ça a été plutôt pas le cas. Il y a eu une espèce de déception sur le sujet. Il y avait une étude qui avait été faite par le Smart Sitting, qui est une grosse entreprise de gestion de babysitters, auprès des 400 familles à la suite du premier confinement du mois de mars, et qui avait demandé comment ça se passe chez vous dans vos familles. Et le résultat, c'était que dans 70% des familles, donc pratiquement les 3/4,
c'était les mères, c'était les femmes qui avaient pris en charge l'ensemble des tâches collectives, donc que ce soit le ménage, les courses, la gestion des enfants, etc., y compris quand les deux membres du couple travaillent. Donc on voit bien que cette question de la charge mentale, de la double journée, etc., le confinement n'a pas du tout aidé. Au contraire, c'est venu un peu recréer ce qu'on avait dans la vraie vie dans le cadre du confinement, dans le cadre du télétravail. Et donc ça a permis aussi aux entreprises un peu d'ouvrir les yeux parce que cette question de la double journée, elle est apparue dans les écrans. On rigolait quand on a préparé cette table ronde parce qu'effectivement, quand on voit passer des gens derrière soi, des enfants, le chat, etc., c'est comme si la vie privée arrivait un peu dans notre vie de travail. Et donc, voilà, concrètement, dans le cadre de l'entreprise et du monde du travail, on s'est un peu rendu compte que la vie privée existait en fait, et que du coup il y avait un impact non négligeable par rapport à ces questions, et que le côté homme et que le côté femme n'étaient pas pour lesquels l'accès, comment dire, la gestion côté homme ou la gestion côté femme de cette double question du pro et du perso était pas du tout gérée de la même façon. Et donc aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, c'est un peu trois conséquences de ça. La première, c'est qu'effectivement les entreprises peuvent plus faire semblant. Concrètement, cette question de l'équilibre pro-perso et de l'impact que ça a sur leurs salariés, elles doivent le prendre en compte. Et puis la deuxième chose que ça a créé, c'est ça a réaccentué, relancé le débat autour de la question de la charge mentale, qui a été un petit peu coloré avec deux nouvelles notions. La première notion, c'est tout ce qu'on a appelé la charge émotionnelle, parce que évidemment, encore une fois, un stéréotype sur la question de la femme qui prend soin, la femme qui est celle qui est à l'écoute, a joué à plein, et donc on leur a demandé d'être celle qui rassurait, celle qui était là pour tenir la maison, celle qui était là pour accueillir les émotions de tout le monde, etc. Et donc ça a rajouté un petit peu de poids aux femmes. Et puis le deuxième sujet, qui va sans doute vous parler, je pense, qui est un peu la charge organisationnelle, dans un moment où on est complètement dans une situation où en gros les plannings changent tout le temps, on doit s'adapter sans cesse parce que d'un coup il y a un confinement à 18h ou puis finalement il y a plus, etc., telle chose. Et du coup on est un peu les femmes sont un peu devenues des masters S-planning en fait, elles gèrent ça. Et donc voilà, cette question de la charge mentale colorée de la charge émotionnelle et colorée de la charge organisationnelle, ça vient redire que malheureusement il y a encore des choses à gérer et à faire pour lutter sur ces questions côté entreprise. Alors, si je peux compléter, Clémence, effectivement, on a eu une sorte un petit peu de retour en arrière pour moi en 2020, effectivement, où on avait pu voir un rééquilibrage des rôles. Le premier confinement avec ce télétravail un peu forcé, où bon nombre d'entreprises n'étaient pas préparées au télétravail. Certaines, avaient des accords de télétravail en place, donc je mettrais de côté ces entreprises-là, mais beaucoup, c'était même pas un sujet dans beaucoup d'entreprises où ça a été un petit peu de force. Donc tout ce qui est aspect gérer la vie privée et l'équilibre n'était pas du tout mis sur la table. On se rend compte effectivement, les professionnels RH, que beaucoup de femmes ont souffert de ce premier confinement. C'est vraiment le terme, parce que se retrouver effectivement à gérer les enfants, quel que soit leur âge, ou gérer la scolarité. Donc déjà, ça a pris déjà beaucoup sur ça, et dans une organisation de travail qui a été très mouvante, parce que il y a eu beaucoup d'incertitudes, beaucoup de changements pendant plusieurs mois, où on a demandé une grande faculté d'adaptation aux salariés. Et il faut savoir que les femmes ont dû également s'adapter dans leur vie privée. Donc, je dirais, les lignes ont bougé de tous les sens. Donc, on assiste à beaucoup de burn-out maternels, qui sont effectivement, tous les derniers burn-out sont essentiellement féminins, donc cause à la fois privée et professionnelle. Donc, ils sont assez importants. Là, je vois dans le chat qu'il y a une question, c'est comment demander, en tant que professionnel RH, comment questionner son collaborateur sans s'immiscer dans sa vie personnelle. C'est effectivement très difficile, parce que on n'a pas à s'immiscer dans la vie personnelle. Cependant, une des approches qui est intéressante, c'est toujours de demander à la personne si elle se sent bien, si elle se sent en équilibre par elle-même, sans aller dans les détails de sa vie personnelle, et effectivement de lui demander les causes de son déséquilibre, si ce n'est pas le cas. Donc des causes et des actions, de les amener à proposer elle-même peut-être des organisations différentes. Il faut aussi penser, à mon sens, quand on parle d'entreprise féministe, moi je dirais il faut penser à une entreprise agile, et ça sera plutôt l'avenir, parce que l'agilité, elle est nécessaire dans toute l'organisation, et ça rendra une adaptabilité par rapport aux femmes dans l'entreprise. Il faut pas, alors certaines peut-être me contrediront, mais pour moi, effectivement,
C'est ainsi, c'est plus souvent la femme qui s'occupe des tâches, d'organisation et des enfants. Quand il y a un équilibre, voire le contraire, ça existe et je trouve ça formidable. Mais on n'est pas encore à une parité sur ça. Il y a encore quelques années, je pense, pour faire ce chemin-là. À nous d'éduquer nos fils quand on a des fils pour les amener à cela. Mais dans tous les cas, il faut pouvoir accompagner ces femmes dans l'entreprise. C'est vraiment plus que nécessaire. Et les professionnels RH, c'est un de leurs grands rôles dans les années actuelles et à venir, et surtout après cette crise du Covid, de permettre aux femmes de retrouver cet équilibre à la fois en charge mentale, de travail et personnel. Alors Audrey, pour rebondir sur ce que tu disais, juste sur un outil, nous on utilise souvent l'outil qu'on appelle la jauge d'énergie, qui va du vert au rouge, et du coup voilà, sans poser une question très spécifique, dans quel domaine tu ne vas pas bien ou qu'est-ce qui se passe dans ta vie qui fait que, utiliser le système de la jauge en disant voilà, est-ce que tu te situes dans le vert, dans le jaune, dans l'orange ou dans le rouge, ça permet de mesurer un peu l'état d'esprit de la personne et ensuite de pouvoir rentrer dans la question des solutions. Ça peut être une idée. Mais il y a eu quand même des bonnes nouvelles cette année. Il y a eu la réforme sur le congé paternité. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Et ben alors je vais reprendre mon petit bâton de pèlerin sur la question de la parentalité. Effectivement, c'était un peu la bonne nouvelle entre guillemets de cette année, le congé paternité. Alors là, pour le coup, le confinement a joué à plein son rôle. C'est-à-dire que les jeunes pères qui sont devenus pères pendant le confinement ont pu rester à la maison. Alors on est d'accord, en même temps que le travail, mais néanmoins ont pu rester un petit peu à la maison avec leur bébé, et donc se retrouver à pouvoir créer des liens plus rapidement et à prendre leur place aussi en termes de responsabilité plus tôt. Et ces jeunes pères, du coup, ont pu mesurer à cette occasion-là qu'il y avait eu qu'ils avaient eu cette chance-là de pouvoir du coup commencer avec leur conjoint ou leur conjointe sur un même niveau. Et donc ça c'est très important parce qu'effectivement l'engagement des pères dans la jeune parentalité, c'est ça qui fait aussi que les femmes peuvent revenir plus simplement au travail, plus tranquillement et avec une charge mentale un petit peu plus équilibrée. Et donc le congé paternité long va dans ce sens-là. Et effectivement la loi a entériné cette année un congé paternité un peu plus long qui prendra effet au mois de juillet. Et donc là l'enjeu pour les entreprises, ce sera évidemment d'accompagner la mise en place de ce congé paternité parce qu'on se rend compte qu'il n'est pas encore bien connu, qu'il y a encore des réticences à savoir est-ce que ma culture d'entreprise me permettra simplement de le prendre, comment est-ce que je vais pouvoir le demander. Donc il y a un enjeu côté RH, côté top management même sur cette question de prendre la parole, de prendre son bâton de pèlerin de communicant, et ça Vinciane aura sans doute des choses à nous dire là-dessus, et du coup de pouvoir après derrière pas uniquement dire que la mesure existe, mais dire chez nous, voilà, dans mon entreprise, concrètement, cette mesure, elle prend quelle forme ? Qu'est-ce que je dois faire ? Comment ça se passe ? Et communiquer sur le fait que c'est autorisé et possible. Alors, il y a effectivement, je pense que Vinciane complétera, mais alors c'est une belle avancée effectivement, ce congé. Sauf que encore bon nombre d'entreprises, l'acceptation n'est pas encore là. Il y a encore pas mal de secteurs d'activité où c'est pas facilité pour les hommes. Et voilà, on parle toujours des femmes, mais il faut aussi parler des hommes. Prendre un congé paternité long est souvent mal perçu par les managers qui se disent, et je l'entends, et d'autres collègues l'ont entendu, me l'ont remonté en disant là, c'est ça, il va pouponner, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors chez les plus jeunes managers, on a un changement de positionnement, mais on entend encore ces choses-là. Donc il faut qu'on encourage ça. Les RH doivent encourager cela. Dans mon entreprise, j'ai effectivement un homme qui prend un congé parental pendant 6 mois. Moi, je trouvais ça merveilleux. Ils se sont partagés. Mais alors, quel chemin cela fut pour faire accepter son congé? Et je vous assure que c'est plus qu'un bâton de pèlerin qu'on a dû prendre. Mais voilà, je me dis c'est le premier. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres derrière. Alors, on a pas mal de questions, de réactions sur le chat sur pourquoi les femmes, à chaque fois, s'infligent toutes les tâches ménagères, pourquoi est-on dans des terminologies genrées. Enfin, voilà, il y a beaucoup de questions relatives aux origines de tout ce dont on est en train de parler. Pourquoi, en fait, les codes du pouvoir sont genrés? Il y a déjà cette question, nous, qu'on s'est posée dans la préparation de ce webinaire, et ça vaudrait le coup de donner quelques éléments de réponse. Vas-y, Charles. Les codes du pouvoir sont genrés tout simplement du fait de l'histoire de notre société. En fait, il y a eu au XVIIe siècle, il y a eu quand même une grosse entreprise d'expoliation du pouvoir des femmes par certains hommes
Attention, je ne fais pas de généralité. D'autres hommes étaient opposés à cette démarche, mais il y a quand même eu une grosse démarche de tuer les salons culturels portés par des femmes, de les déconstruire en fait, de déconstruire leur réseau, de délégitimer leur travail en tant qu'intellectuels, de les délégitimer leur travail en tant que femmes de lettres, de chercheuses, de sociologues, même si la sociologie portait pas ce nom, en tout cas de leur recherche par rapport à la société, et que c'est ce travail de sape qui a pris 100, 200, 300, ça fait un petit moment que c'est en place et que on n'imagine pas une présidente aujourd'hui en France. Quand on parle de la présidence de la République française, on parle du président et que ça transpire dans le langage, et j'y reviendrai après, mais que c'est un travail qui a été codifié volontairement par certains qui avaient le pouvoir et ne voulaient pas le partager. Mais je dirais que c'est un phénomène qui a été concomitant avec la volonté de faire régner le langage qui était parlé en Île-de-France sur l'ensemble du territoire à l'époque du roi Soleil, Louis XIV. Et c'est aussi tuer les patois, tuer les langages régionaux. Il y a eu toute une démarche d'uniformisation et d'accaparement de l'attention, des prises de décision, en tout cas des capacités de décision, donc du pouvoir en fait. Et tout ça, aujourd'hui, on transpire encore de tout ça dans notre société, et c'est à nous d'identifier d'où ça vient. Et si on comprend d'où ça vient, alors on peut penser à le déconstruire. Parce que si on considère que c'est normal, ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps, alors c'est difficile de s'attaquer à quelque chose qui serait normal comme biologique. Alors que ça ne l'est pas, c'est complètement culturel, et une fois qu'on a pris conscience de ce système qui a été volontairement mis en place, on peut volontairement le démettre, le déconstruire progressivement, pour pas faire tout s'effondrer non plus, mais progressivement agir pour que demain on vive dans une société plus égalitaire. Tout simplement. Alors, on a des réactions vraiment intéressantes. Ne peut-on justement pas sortir du genré tout en donnant accès davantage afin d'éviter la montée du masculinisme? Et je voyais aussi Aurélie qui nous citait l'exemple, si un père s'investit tout autant que la mère, finalement, il n'y aura pas de préférence. Mais sauf qu'il y a évidemment des combats individuels, mais aussi collectifs, et aussi au niveau des entreprises. C'est ce qu'on essaye aussi de dire avec l'organisation de ce webinaire, c'est qu'on n'y arrivera pas, en fait, tous, chacun dans notre coin, avec un militantisme individuel, en fait. Il y avait même une question aussi spécifique de la part d'Isabelle sur la situation des femmes RH qui sont confrontées de la même manière en fait que leurs propres salariés à ces questions-là, à se demander en même temps que les salariés mamans, parce qu'elles vivent peut-être aussi la même situation, certaines. Audrey le partageait tout à l'heure, donc oui. Alors sur les RH, effectivement, ça a été l'année. Alors il y a eu bon nombre d'articles, d'émissions radio, télé, tout ce qu'on veut sur le sujet, en disant que les DRH, et les RH au sens large, ont été en première ligne. Effectivement, les organisations mouvantes ont fait que l'année a été un peu agitée. Alors les DRH et RH au sens large, maman, ça a été l'année de tous les combats. On n'est plus dans Star Wars, je sais pas, on est encore dans une autre galaxie. Dans tous les cas, ça s'est passé. Le sujet qui a été le plus complexe, ça a été effectivement d'arriver à accompagner le maximum, voire tous les salariés. Pourquoi? Parce que il y a eu beaucoup de choses cette année. Le télétravail n'a pas été quelque chose de simple. Il faut effectivement, faut en prendre conscience. Le télétravail pour les femmes a été très complexe, on vient de le dire. Le retour dans l'entreprise, quand c'est le cas pour ceux qui sont plus en télétravail, n'a pas été simple et n'est pas simple non plus. Donc il y a plein tout ce genre de situations, et au quotidien, faut pas oublier. Entre guillemets, une femme qui va partir tôt pour aller chercher ses enfants, c'est normal. Une femme cadre qui va partir tôt, à une heure normale pour chercher ses enfants, mais on la regarde un peu particulièrement. Un homme, quel que soit son poste, si lui-même il va partir aussi tôt pour aller chercher ses enfants, on en est toujours à le regarder anormalement aussi. Donc en fait, on n'est pas dans une acceptation globalement de la parentalité encore, parce que le sujet c'est celui-là. On a tendance à dire c'est les femmes qui s'occupent plus des enfants à la sortie de l'école. Oui, même si les générations montrent que c'est en train d'évoluer quand même. Il faut accepter le salarié.
homme ou femme, avec sa parentalité. Et c'est pas une contrainte. Enfin, ceux qui pensent encore que partir à une heure raisonnable pour s'occuper de ses enfants, c'est quelqu'un qui est pas investi au travail. Bah, moi, je dirais il se trompe. C'est surtout quelqu'un qui a compris que quand il est au travail, il est investi, et ensuite il vit sa vie et s'occupe également de sa vie. Donc, il s'astreint à un équilibre. Et les RH, enfin, sont très focalisés sur ça, en disant on essaye qu'il y ait cet équilibre à la fois d'investissement dans le travail, mais aussi d'investissement dans la vie personnelle, parce qu'on sait très bien que l'un et l'autre sont nécessaires et doivent être équilibrés, pas plus que l'un que l'autre. Et juste pour un petit focus, on parle d'index avec des cotations, des notations, donc toutes ces choses-là, mais c'est un outil effectivement pour permettre l'évolution. Mais derrière, c'est surtout le combat, il est au quotidien. C'est juste de faire évoluer les mentalités. Et les RH sont, je dirais pour moi, au centre même de ce changement. Pour moi, les RH doivent être féministes. Moi, je rebondirais juste par rapport pour faire le lien avec ce qu'on se disait juste avant sur les codes du pouvoir qui sont genrés. On voit dans ce que tu partages, Audrey, que dès qu'on arrive à un niveau de responsabilité dans l'entreprise, ces codes genrés vont agir à plein, et que c'est plus l'individu en tant que tel qui est vu, mais c'est l'individu genré, homme ou femme ou autre, et qui va être stigmatisé dans un rôle qu'on attend de lui en tant qu'individu genré. Et que du coup, on n'est plus en train de parler d'individus libres d'être qui ils sont ou qui ils veulent être, mais d'individus qu'on a mis dans des cases, et il faut surtout pas les laisser s'en sortir. Et c'est ça, en fait, l'entreprise féministe, c'est ouvrir les cages et ouvrir les cases et pouvoir penser que tous les individus sont libres d'être qui ils sont, et articuler, parce qu'on parle bien d'articulation, leur vie privée d'abord, car nous sommes des humains avant d'être des êtres qui travaillent, et leur vie professionnelle ensuite, et faire en sorte que ça s'articule de manière juste pour tout le monde, en fait. Moi, je rebondissais aussi sur ce qu'avait dit. Je crois qu'il y avait une question d'Olivier que tu avais retenue, Benjamin, que je trouvais intéressante à poser sur. Alors, je l'ai pas fait remonter. Tac, je remonte dans le petit chat. Ne vaut-il pas mieux démoder un système que de combattre un système? Donc je trouvais ça intéressant. Je voulais rebondir un peu sur ce que disait Vinciane aussi tout à l'heure. Moi, je pense qu'il y a vraiment un enjeu, et il y a plusieurs d'entre vous qui l'ont dit aussi dans le chat, d'éducation. Effectivement, on peut discuter ensemble des meilleures modalités de combat, des meilleures modalités. Est-ce qu'il vaut mieux faire la révolution, ou est-ce qu'il vaut mieux faire des réformes? Enfin, voilà, ça c'est des sujets qui nous sont aussi très français, sur cette question. Est-ce qu'on monte dans la rue, ou est-ce qu'on modifie de l'intérieur? Donc voilà, il y a vraiment des enjeux sociopolitiques derrière un peu plus large, mais je pense que la première façon d'y s'y intéresser, c'est l'éducation, et c'est comprendre. Franchement, c'est vraiment de déconstruire tout ce qu'a expliqué Vinciane sur l'histoire, d'où on vient, d'où on sort. Nous, chez Essence, souvent, ce qu'on dit, c'est que quand on intervient auprès des salariés, on doit le faire avec trois piliers. Le premier pilier, c'est tout ce qui est information, c'est créer des déclics, redonner du contexte, prendre de la hauteur, et non pas regarder sa situation individuelle avec son petit champ de réflexion ou avec sa petite vision à soi, mais se dire, ok, moi je suis une femme et je suis prise non pas parce que je suis une femme, mais dans un sujet un peu plus général, pas parce que je suis Isabelle travaillant dans cette entreprise ou Maxime travaillant dans telle autre, mais je suis prise dans un contexte culturel et social qui s'impose à moi et dont je dois avoir conscience pour pouvoir ensuite me démarquer ou faire mes propres choix. Donc, premier pilier, la question de l'information et du déclic. Deuxième pilier, les échanges, tout ce qui est partage. Parce qu'évidemment, quand on est enfermé dans son petit quant à soi, pareil, on a un peu de mal à tendre les oreilles. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est justement d'ouvrir la parole et de permettre les échanges. Et donc, quand on se rend compte de la position de l'autre, de ce que peut rencontrer quelqu'un d'autre, quand on est manager ou quand on est RH, d'écouter ses salariés, d'ouvrir des espaces de parole aussi dans l'entreprise pour que ces questions soient remontées. Voilà, ça c'est le deuxième point, c'est créer de l'échange. Et puis le troisième point, c'est s'outiller. Quels outils concrets on peut avoir pour pouvoir agir sur ces différentes questions. Donc ça fera le lien avec ce qu'on va vous présenter à la fin, parce qu'on aura des petits outils à vous partager. Mais voilà, en tout cas, ça revient là-dessus. Et pour revenir sur cette question de l'éducation et du changement de regard, sur la question de l'équilibre vie pro, vie perso, faut pas oublier aussi que les femmes ont investi massivement le marché du travail en France dans les années 60 et que le temps domestique n'a pas diminué pour autant. Donc effectivement, elles ont emporté avec elles tout le temps domestique dans leur temps travaillé, et donc c'est pour ça qu'on parle de double journée aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on parle de la question de la parentalité, de la question de l'équilibre entre le pro et le perso. Cette question de l'équilibre pro-perso, elle est rentrée parce que les femmes ont porté ce sujet à l'entreprise et parce que les hommes n'ont pas investi la sphère personnelle en retour. Et donc voilà, il faut aussi reclarifier un petit peu ça.
Et est-ce qu'on a dans notre escarcelle des exemples d'entreprises inspirantes ou de bonnes pratiques qui ont été initiées cette année, ou même avant d'ailleurs? Alors je reprends un peu la parole pour en partager quelques-unes. Il y a eu un palmarès qui a été fait par Great Place to Work sur la question des best places pour travailler pour les femmes, qui a été fait en 2020 et qui a été publié il y a quelques mois, qui est assez intéressant. Et donc ça fait la part belle. Alors évidemment il y a un palmarès d'entreprise, mais c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est les intentions, c'est les portraits, c'est les idées qui ont été évoquées dans cette petite étude. Donc je vous encourage à aller voir ça. Et puis deux autres supports que je vous conseille ou réflexions. Le premier, c'est le sujet du Parental Act, donc qui a été lancé par Céline Lazorte, qui était la directrice de chez PayPal, et qui s'est allié à plusieurs autres personnes dans le monde des startups pour, avant que la loi paraisse, pouvoir rémunérer à 100% le congé pour le deuxième parent. Et donc voilà, ça c'est des exemples aussi de combats collectifs. Elle s'est dit à elle-même, tiens, ça marche pas, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. L'État ne bouge pas assez vite sur ces questions. Qu'est-ce que je peux faire moi en tant que PDG d'entreprise pour faire changer et bouger les lignes? Et donc elle a pris son petit bâton de pèlerin avec d'autres. Et le Parental Act a eu un super retentissement parce qu'en espace de moins d'un mois, un mois et demi, beaucoup de startups se sont inscrites, se sont lancés dans le Parental Act et donc ont adopté cette mesure. Donc voilà, c'est intéressant aussi de se dire que on peut s'investir et on peut faire des choses collectivement quand on se regroupe. On n'est pas obligé d'attendre de l'État ou d'attendre de l'histoire qu'elle déroule, mais aussi que voilà, on peut agir soi-même. Et dans l'autre exemple d'empowerment, un peu de qu'est-ce qu'on peut faire pour bouger les choses, j'avais envie de mettre en avant une petite initiative qui avait été faite par une entreprise qui s'appelle iGo, qui est un groupe de consultants qui sont une cinquantaine, donc qui est une petite entreprise, parce qu'il y a aussi ces questions de taille. Quand on est DRH d'une entreprise de 50 personnes, c'est pas la même chose que quand on est DRH dans un grand groupe. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à différentes échelles? Et donc, cette petite entreprise a mené à l'initiative de 2 ou 3 salariés une réflexion sur la question de la politique parentalité en interne. Et donc, ils ont décrit dans un article Medium extrêmement intéressant qu'on vous partagera aussi, toute la stratégie et tout le déroulé de A à Z pour faire adopter des mesures parent-friendly à l'entreprise. Et donc voilà, je vous encourage à aller voir ça parce que c'est assez intéressant, ça rentre dans le concret. Et quand on est RH, parfois, on se dit c'est bien beau les grands discours, mais qu'est-ce que je fais concrètement? Voilà, là c'est un bon exemple de dérouler pas à pas, de qu'est-ce qu'on peut faire comme mesure, qu'est-ce qu'on peut pas faire, etc. Clémence, tu as dit plein de fois le mot concret et du coup, tu fais la transition à ma place et ça, c'est génial. Donc, du coup, quels outils on peut proposer aujourd'hui? Je vous propose de partager l'illustration pour mettre en route le débat. Pas le débat, l'échange. Il arrive. Il arrive. Oui, j'allais justement rebondir, donc c'est parfait. En fait, nous sommes totalement coordonnés. J'allais dire justement que tout ça, c'est super et c'est des vrais exemples inspirants d'entreprises qui agissent et que oui, la société ne dépend pas d'une structuration administrative que pourrait être l'État ou toute collectivité, quelle qu'elle soit, mais que nous faisons société déjà et que donc en entreprise, nous sommes déjà un collectif, une société en soi et qu'on peut agir dans le sens où on veut aller. Voilà, on peut agir pour avancer vers plus d'égalité entre tous les individus. Et pour ça, il faut aussi réfléchir à comment on en parle de ce qu'on fait. Et donc, d'où le sujet sur le langage ouvert, parce qu'en fait, ce que j'observe souvent, c'est des actions qui sont menées en faveur de plus d'égalité, plus de diversité, d'inclusion, et puis avec une posture, un discours en tout cas qui est toujours très uniformisé et tout au masculin et où en fait il n'y a pas de remise en question, ou alors des entreprises qui vont faire un peu d'efforts pour intégrer des éléments d'écriture inclusive, mais avec difficulté parce que c'est pas forcément toujours au top. Donc un des premiers outils, c'est le langage. Là, moi je vous ai illustré ça par l'exemple de la développeuse. En fait, aujourd'hui sur LinkedIn, une femme qui est développeuse, elle va avoir la grosse question de dire: est-ce que je mets développeuse sur mon profil LinkedIn au risque de ne pas être recrutée parce que mon profil ne remontera pas quand une DRH ou un DRH fait une requête, ou en tout cas une personne qui recrute fait une requête sur LinkedIn ou toute autre solution de recrutement ou pour poster son CV, etc. Ou bien est-ce que je mets développeur, ce qui veut dire qu'en fait quelque part je gomme une partie de ma particularité en tant qu'individu.
Et donc voilà, il y a un vrai travail de réappropriation des mots féminins dans la sphère professionnelle pour faire en sorte que toutes les personnes puissent dire qui elles sont sans avoir à gommer, effacer un bout, un bras, voilà, pour pouvoir être qui elles veulent, quelle que soit la problématique. Là, je parle de langage et je parle de mots féminins, mais je peux dire aussi que c'est une posture générale par rapport à une orientation sexuelle qui, a priori, ne regarde pas les autres dans l'entreprise, mais bon, on pourrait se poser la question, ou bien qui peut forcément interroger quand on va avoir un couple de pères et dont un fait partie de l'entreprise et qui va être papa, et enfin voilà, il peut y avoir des infos et comment se positionner par rapport à ça, ou un couple de mères. Et voilà, donc en tout cas, le langage, c'est un peu ce qui fait de nous notre société, c'est notre liant sociétal, et s'interroger sur la question de comment on parle de qui à qui et enfin quels mots on utilise, pourquoi. Ça permet aussi de faire une congruence alignée, en tout cas, entre les actions, les volontés, les ambitions, les actions et agir par le langage aussi, parce que c'est aussi un moyen de discriminer ou de rendre une société plus égalitaire. Il y a une question de Mathis à ce propos qui demande comment l'écriture inclusive peut être une solution pour favoriser le féminisme et combattre l'uniformisation du vocabulaire. Alors, merci Mathis pour cette question. L'écriture inclusive, ou plutôt le langage ouvert, en tout cas, c'est ma posture, c'est d'aller au-delà de l'écriture inclusive. Pour moi, l'écriture inclusive, c'est en gros de l'écrit, et alors on communique par beaucoup d'autres vecteurs, à l'oral, par les images. Et inclusive, ça voudrait dire qu'en gros, on considère qu'il y a un pot dans lequel il y a les hommes et qui voudrait bien faire rentrer un peu les femmes dedans, voire les autres, si vraiment on est sympa. Donc l'écriture inclusive, pour moi, c'est une super démarche, un super travail qui a été réalisé ces 30 dernières années, qui aujourd'hui est à dépasser. Donc je parle de langage ouvert dans cette perspective, pour parler de tous les individus et dans toutes les situations. Et oui, ça peut favoriser l'égalité entre tous les individus, donc dans une démarche féministe, au sein de l'entreprise comme partout ailleurs. Et ça, vous pouvez le mobiliser. Là, vous, depuis votre bouche, vous avez tout le loisir de choisir vos mots. Donc, vous pouvez agir tout de suite, quoi, si vous le souhaitez. Pour ça, il faut se former un petit peu, mais en tout cas, il faut changer de mindset et pratiquer dans votre quotidien. Et après, ça se diffuse. Et c'est ça qui est magique. Ça se fait pas tout seul, mais en tout cas, c'est puissant. Ouais, je voulais rebondir alors à la fois sur les outils. Alors il y a un premier point déjà sur les outils de recrutement. Il est nécessaire de faire évoluer les outils parce que lorsqu'on effectivement on rentre des intitulés de fonction, qu'on fait des recherches, on est toujours, je dirais, un peu cloisonné. Certains sites, même le logo, enfin homme-femme et puis le titre qu'on peut pas effectivement féminiser ou pas. Donc il y a tout ce travail-là quand même qui reste encore à faire, hein, qui doit évoluer. Qui pour moi serait important et permettrait déjà de faire un pas. Et puis l'autre point essentiel, c'est la formation des managers, parce que tout changement dans l'entreprise, il peut avoir lieu que si à la tête de l'entreprise, il y a une acceptation du changement. On se rend compte dans la pratique que, entre guillemets, le féminisme dans l'entreprise, c'est quelque chose qui peut être très bien partagé entre les salariés, entre les collègues, mais souvent peu porté par les dirigeants eux-mêmes, ou qu'ils laissent faire, mais du moins qui ne sont pas acteurs dans ce changement. Il est plus que nécessaire de les rendre acteurs de ce changement, parce qu'il n'y a que comme ça que ça permettra une uniformisation dans l'entreprise. Donc, former les managers à une autre communication, effectivement, au langage ouvert, je rejoins totalement. Ça peut être une idée de formation, un début de formation qui peut être très très bien, je dirais, de dialoguer autrement, d'écouter différemment, de voir les choses différemment. Sans peut-être forcément parler directement de parentalité ou d'organisation, mais amener les équipes à penser différemment, ça pourrait être très très intéressant, et ça permettrait de faire évoluer, surtout dans les secteurs, j'ai dit très masculinisés. Moi, j'ai travaillé dans des secteurs forêt, BTP. Et agricole, où très souvent j'étais la seule femme cadre dirigeante. Je faisais quoi? Je faisais tout pour les amener à penser autrement, parce que le langage direct fonctionnait assez peu.
Donc, le temps permet les évolutions. Heureusement, on a des beaux résultats, mais il faut vraiment que tout le monde soit acteur de ça. Et je pense que si on a un travail à faire, c'est vraiment cette évolution cette ouverture d'esprit à enclencher. Et les RH sont là pour proposer les formations. Donc, c'est à nous de venir proposer des nouvelles formations, des nouvelles formes de formation, d'oser proposer des parcours innovants, des choses sur mesure ou voilà, qui sortent du cadre, je dirais, classique des formations qu'on peut connaître et qui conduiraient à ce changement de pensée. Je ne peux qu'aller dans ce sens. Forcément, la formation des équipes de direction, des équipes managériales, c'est la clé. C'est la clé. Et il se trouve que sur ce sujet, en fait, il y a le point de départ. Ça peut être le pôle RH qui va se dire comment on fait pour travailler sur plus de mixité, plus d'égalité, plus une meilleure visibilité, une meilleure représentation de la parentalité, parce que c'est nécessaire à plus d'équilibre, parce que pour avoir un index égalité à 100 sur 100, il faut avoir travaillé sur tous ces sujets. Alors évidemment, une fois qu'on a la note, c'est bien, mais on n'a pas fait tout le job. Et il y a une grande oubliée de l'index égalité qui est la communication. Or, encore une fois, c'est le lieu où on se parle. Et dans le marketing, on se rend compte que les équipes marketing parfois aimeraient pouvoir changer des choses. Donc, il n'y a pas que l'entreprise en interne. Là, on parle des RH, mais les RH sont aussi peuvent être source de propositions pour faire évoluer la posture de l'entreprise en tant que marque vers l'extérieur de l'entreprise et pas faire du gender washing, mais faire des choses et montrer vraiment qu'elles agissent en ce sens. Et pour ça, c'est faire aussi évoluer le marketing, faire évoluer leur communication externe, leur communication institutionnelle avec un langage qui est plus ouvert et plus respectueux des équilibres en fait. C'est effectivement, Vinciane, la question que posait Jean-Baptiste à l'instant. J'ai l'impression que tu as commencé à y répondre sur les stéréotypes qu'on voit dans le marketing RH et dans la communication et comment on fait pour les faire un petit peu bouger. Oui, si vous cherchez à recruter des électriciens et que vous voulez plus de mixité, il y a déjà un bug dans la machine au départ. C'est que si vous cherchez des électriciens, vous trouverez des électriciens. Si vous cherchez des personnes qui vont être compétentes en électricité, alors vous pourrez trouver des femmes, des autres, tout genre, tout type. On s'en fout, quoi. Et là, la mixité, elle va commencer par là. C'est quel mot je mets sur quoi. Et après, les représentations sont dans le marketing RH ou dans le recrutement de talents, dans les pouvoirs d'attraction de l'entreprise. Aujourd'hui, surtout avec les jeunes générations qu'on a qui sortent de formation, c'est des points super importants. Et la tendance ce qu'on appelle avec raccourci les millennials, c'est quand même de parler plus de fluidité de genre. Donc, si on n'est pas un petit peu raccord avec ça et qu'on cherche des maçons ou des biologistes en cosmétique, on va trouver des maçons et des femmes cosmétiques, enfin biologistes en cosmétique, parce que c'est par là qu'on les a orientés. Donc, si on veut faire évoluer les questions de mixité, donc les questions d'orientation, et si on veut attirer des talents et non pas des femmes ou des hommes à des postes bien prédéfinis, il faut commencer par se poser la question de comment on en parle. Aujourd'hui, concrètement, sur 87 familles de métiers, 12 seulement sont à 50, les femmes occupent 12 de ces familles. Pardon, je recommence ma phrase. Sur 87 familles de métiers, les femmes sont cantonnées dans 12 familles où elles représentent plus de 50% de la population. C'est tout petit. Et les hommes sont cantonnés dans 20 familles, mais c'est pas les mêmes. Il y a seulement 13% des métiers qui sont mixtes. Il faut vraiment travailler là-dessus. Et pour ça, quand on est RH et qu'on veut recruter, faut se poser la question de quel poste on parle. Et il suffit pas mettre chef. Les sciences sociales ont prouvé que ça marchait pas. C'est une obligation légale, certes. Vous y avez répondu, bravo, mais c'est pas efficace. Donc il faut changer de méthode, il faut changer de mindset encore une fois. Peut-être pour rebondir sur la question du mindset, justement, sur qu'est-ce qu'on peut faire aussi quand on est... Alors, j'aime bien cette idée de se dire il y a du marketing RH vers l'extérieur et puis il y a de la gestion RH vers l'intérieur. C'est vraiment... le RH a un peu toutes les casquettes, donc c'est effectivement pas forcément simple.
Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que souvent, ça fonctionne bien quand on est dans une démarche de co-construction, c'est-à-dire de pas penser qu'on est tout seul. Et du coup, de créer des espaces, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, de créer des espaces dans l'entreprise pour définir ces questions, avoir des ateliers sur l'heure du déjeuner, faire des petits webinaires internes, etc. Et ne pas avoir peur d'ouvrir la question du débat. Souvent, moi, sur le simple sujet de la parentalité, que j'ai quelques clients qui me disent « Oui, mais nous, on n'a pas tellement envie d'ouvrir la boîte de Pandore parce que du coup, j'ai peur que tout le monde demande une place en crèche, que tout le monde veuille partir à 16 heures et que plus personne... » Et ça, c'est faux, en fait. C'est un peu une peur... qui est normal en tant que RH de pas avoir envie d'ouvrir tous les débats, etc. Le RH c'est un bon gestionnaire et donc du coup être sur tous les feux à la fois ça va être compliqué pour lui. Mais bien souvent ce qu'on se rend compte c'est que quand on donne la parole et quand on ouvre le débat, les gens sont très contents. Les gens sont contents de participer à la création de la culture de l'entreprise, sont contents de participer à son évolution, etc. Et donc voilà, il y a aussi cette possibilité de se mettre en système. Moi j'aime bien penser la question des évolutions généralement en système. On peut intervenir à l'échelle individuelle, c'est-à-dire dans son travail quotidien, comment est-ce que j'ai une action qui n'est pas genrée. En tant que manager, c'est ce que disait tout à l'heure Audrey, effectivement, sur l'importance que les changements de culture, etc., soient portés par le top management et par les équipes managériales, parce qu'effectivement, ça marche pas, et de façon générale, par l'entreprise elle-même, et donc par la culture de l'entreprise. Donc, moi, je pense par exemple à la question du guide de la parentalité, qui est un bon outil concret de ce que peuvent faire les entreprises, sur concrètement mettre sur le papier qu'est-ce que moi, entreprise, je fais pour accompagner les parents, hommes comme femmes, sur la question de la gestion de l'équilibre vie pro vie perso. Et donc du coup voilà, il y a vraiment cette question de comment est-ce que je construis ce guide de la parentalité. Et on peut le construire de différentes façons. On peut le penser tout seul dans son petit coin de RH et puis voilà pondre quelque chose. Ou on peut aussi créer des espaces dans lesquels on peut faire un focus group avec un certain nombre de personnes pour faire remonter les problématiques principales. Voilà, il y a des possibilités autour de ces questions. Et puis je ferai un petit focus un petit peu particulier, toujours avec ma casquette parent, mais c'est pour ça aussi que je parle aujourd'hui. C'est de dire qu'aujourd'hui la question de l'arrivée du premier enfant, c'est le moment où les carrières féminines et masculines divergent. Et donc, s'il doit y avoir un peu un accent très fort porté par les RH, une attention un peu portée par les RH sur la question de comment est-ce que je peux gérer les évolutions des carrières au féminin et les évolutions des carrières au masculin. Alors là, on parle de la question de l'égalité professionnelle au sens avoir un même salaire et accès au même poste. Si on parle de ça, effectivement, faire un focus sur la question de la naissance, c'est extrêmement important. Est-ce que, je peux m'interroger, est-ce que j'ai un process d'accompagnement du départ et du retour de congé maternité qui existe? Est-ce que j'ai un process d'accompagnement et de communication autour du congé paternité qui existe? Qu'est-ce que je fais pour les jeunes parents au quotidien dans les 3-4 premières années de l'enfant qui sont les moments où généralement on est au top de sa carrière, mais c'est aussi les moments où on est très fatigué et très occupé par ailleurs. Donc voilà, concrètement sur cette question-là, si je suis RH, c'est vrai que si je porte mon attention sur cette question, ça peut aussi être l'élément déclencheur pour avoir une évolution professionnelle de mes salariés dans leur ensemble qui soit un petit peu plus égalitaire. Si je peux rebondir juste sur ce que tu viens de dire, il y a plusieurs points. À la fois, de pas laisser les RH seuls, c'est vraiment un sujet de dialogue social. Donc, vraiment de travailler tous ces sujets-là avec les partenaires sociaux. Je pense que ça peut être un beau sujet très large, mais qui permet d'impliquer tout le monde. Ça permet aussi d'apporter de la reconnaissance de tous les salariés. Prendre en compte ces questions-là, c'est aussi reconnaître l'individu au sein de l'entreprise, donc c'est important. Et puis surtout, c'est un argument lors du recrutement. Aujourd'hui, on a besoin de recruter des talents, comme l'a dit Vinciane, mais pour recruter des talents, qu'est-ce qu'on leur vend en face? Donc, c'est pour moi, c'est un des arguments essentiels pour la marque employeur, mais encore faut-il que ce soit vraiment avec des actions concrètes, que ce soit pas que de l'affichage. Je réagis aussi. Alors, je rejoins complètement Clémence sur la méthodologie. Travailler en collectif, c'est ça qui est super puissant. Aujourd'hui, plus on avance, plus on se rend compte que l'intelligence collective est bien plus puissante que l'intelligence individuelle. Donc, si vous voulez travailler sur les questions de communication, de marketing, RH, communication en interne, externe, il faut le faire avec d'autres. Il faut le faire avec le service de la com, il faut le faire avec le service marketing externe, il faut mobiliser l'équipe de direction, travailler sur ce sujet, éviter le piège de le faire en solitude totale dans votre bureau, mais aussi de le faire avec juste vous qui proposez un sujet bouillant. Essayez de vous faire accompagner par une posture externe qui va vous aider à dépasser les obstacles, car des obstacles, il y en aura, c'est sûr. C'est toujours dans une perspective d'atteindre le haut de la montagne et forcément, il y a des moments où c'est compliqué, quoi. Donc, voilà, faites-vous accompagner.
à part des gens qui connaissent bien le sujet et qui seront en capacité de vous identifier où sont les écueils à éviter et comment on fait pour les dépasser. Il suffit pas de dire OK, je vais faire une charte de la communication inclusive et bim, vous l'imposez à tout le monde et c'est le meilleur moyen pour échouer. Donc voilà, si vous voulez que ça marche, vous incluez les autres et voilà, vous partagez avec d'autres pour construire ensemble. L'égalité, j'ai vu passer un message. Non, l'égalité, elle n'est pas totalement. Les axes sondés lors des index égalité ne sont pas exhaustifs et c'est pas possible. Je dis souvent que le sexisme ordinaire passe par la machine à café. Il passe par les couloirs, il passe par l'informel et dans la communication, il y a aussi cette culture du langage qu'on tolère ou qu'on accepte ou qu'on valorise au sein de l'entreprise et c'est aussi une culture d'entreprise. Le langage passe par là aussi et je voulais finir par quelque chose mais j'ai oublié donc ça me reviendra peut-être ou pas. Je profite Vinciane du coup de cette pause. Il y a une question également d'Isabelle qui demande où place-t-on les jeunes et les moins jeunes, hein, non genrés, non binaires dans cette... Je comprends pas bien la question de où place-t-on les jeunes. Alors, comment on s'adresse à eux? Alors en fait, si on utilise un langage ouvert, on peut s'adresser à toutes les personnes sans question de genre, sans question d'âge, sans question de validisme, de validité. Est-ce que c'est une personne handicapée, pas handicapée? Quelle est sa couleur de peau? Quel est son âge? Est-ce que c'est une senior? Est-ce que c'est une jeune? Non, c'est une personne qui travaille, quoi. Donc et on peut s'adresser à tout le monde et c'est vraiment le grand changement de posture mentale quand on travaille sur la question de langage, mais aussi quand on travaille sur la question de parentalité. En fait, tout ça, c'est fait pour ouvrir les chakras, quoi. C'est fait pour ouvrir les cerveaux et faire en sorte qu'il n'y ait plus toutes ces catégories qui enferment les individus et que tout le monde soit représenté. Et les genres en font partie, mais il n'y a pas que ça. Peut-être pour compléter et pour pas laisser l'impression que c'est des grands chantiers et du coup il faut se motiver pour ouvrir les choses. Je pense qu'on peut aussi parler de la question des petits pas. Quand on parle du sujet féministe, parfois on a l'impression que c'est un gros morceau et puis du coup voilà, on sait pas par où le manger quelque part et donc c'est un peu compliqué. Pensez stratégie des petits pas. Qu'est-ce que je peux faire concrètement dans mon quotidien? Est-ce qu'il y a une première action que je peux faire? Est-ce que tout simplement je peux pas revoir mon processus de recrutement? Est-ce que je peux pas me focaliser cette année sur la question du congé naissance, l'année prochaine sur la question du langage, la troisième année, enfin de prévoir aussi des phases. On peut pas être parfait partout et de toute façon, comme l'a dit Vinciane, quand on est en bas d'une montagne, bah voilà, il y a forcément des obstacles, c'est compliqué d'y aller. Donc voilà, peut-être penser aussi par la question de la stratégie des petits pas et voilà, de vous dire voilà, il y a tous ces sujets-là. Chez nous, en plus, dans mon entreprise X ou Y, c'est plutôt ce sujet du recrutement ou c'est plutôt ce sujet du langage ou c'est plutôt le fait que les femmes n'arrivent pas à accéder aux postes à responsabilité ou c'est plutôt que la question de l'équilibre vie pro vie perso n'est pas gérée. Prendre un angle qui vous parle à vous et sur lequel vous pouvez mobiliser plus facilement en interne. Commencer par cette porte d'entrée-là et ensuite vous adresser aux autres combats. Donc je pense que c'est important aussi de rappeler cette question des petits pas et de se dire voilà, je commence par quelque chose, tout petit pas, toute petite chose va va dans la bonne direction. Donc il faut aussi penser à ça. Oui, je renforce je rappuie sur le clou, je sais plus comment on dit, mais en tout cas, je suis d'accord avec Clémence, c'est plus simple. Et j'ajoute que dans cette stratégie du petit pas, il y a un point qui est hyper important, c'est la bienveillance. La bienveillance avec vous-même. Vous êtes là où vous êtes, c'est bien. Vous avez fait ce que vous avez pu jusqu'à présent. Vous ferez de votre mieux à partir de maintenant. Vous allez progresser pas à pas avec bienveillance et bienveillance aussi pour les autres qui sont autour de vous, qui se sont peut-être pas encore posé les questions, qui donc ont encore moins les réponses que vous. Vous les avez peut-être pas, mais les autres autour peut-être pas non plus. Et que ensemble vous allez les trouver petit à petit et que même les objections sont source de créativité et de développement. Donc voilà, bienveillance. Alors, merci à toutes. Alors, l'heure passe vite en votre compagnie. Alors, vendredi, on a une table ronde sur les RH du futur. Donc, du coup, la question rituelle qu'on va poser à chaque fin de webinaire, c'est qu'est-ce qu'on lui souhaite à ce RH du futur? Ou cette RH du futur. Ou à cette RH du futur, bien sûr. Et c'est nous qui devons répondre à cette question. J'aimerais bien. Qu'est-ce qu'on lui souhaite? Ou même à tout le monde, en fait. Finalement, il nous reste 2 minutes pour répondre à cette question. Mais moi, je lui souhaite que ce soit plus un sujet. Ah. Tu as tout dit, Audrey. Qu'est-ce qu'on peut répondre après ça? Donc, ça signifie donc que d'ici là, d'ici le futur, je sais pas quand c'est le futur, mais en tout cas qu'elle ait la possibilité de s'outiller
et de cheminer avec des moyens favorables. Ouais. Eh bien, merci à tous. Merci pour ce webinaire. Alors, on se retrouve demain pour un autre webinaire sur la prévention santé. Alors, c'est à 10h, il me semble. Benjamin, je te confirme, 10h et un deuxième rendez-vous à 12h30 autour du thème communication RH. La parole impeccable existe-t-elle? Et on a 1 heure pour ça. En tout cas, j'espère que ce webinaire vous a plu. On vous a envoyé un petit sondage justement pour avoir quelques éléments. Un grand merci à tous et toutes. Et puis, on se retrouve tout le long de la semaine pour d'autres webinaires et d'autres moments d'échange passés ensemble. Merci. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ouais, très bien. Merci beaucoup. Merci. Et vous pourrez retrouver le replay sur YouTube, sur notre chaîne YouTube des Ateliers Durables. À bientôt. Bonne journée à vous.